supérieure. Je vous ai dit que dans notre système de justice au Québec, il y a 3 étages et il faut le voir comme un bien immeuble, comme un building, et on rentre toujours par le premier étage. Donc, la porte d'entrée, elle est au premier étage. Donc, le tribunal qui aura juridiction pour une telle cause, c'est la Cour supérieure qui entend les causes de 85 000 et de plus de 85 000 jusqu'à l'infini. Quel tribunal aura juridiction si un client vous poursuit pour un montant de 2 000 pour erreur commise par un courtier immobilier en affirmant que tous les planchers étaient en bois franc, alors que ceux de la salle familiale et d'une chambre à l'étage ne l'étaient pas? Là, c'est la Cour du Québec. Bien évidemment, la Chambre civile, division petite créance. Ça va? Comment accède-t-on à la Cour d'appel? Soit sur permission, si c'est un montant de moins de 60 000 qui est en jeu, ou automatiquement, c'est-à-dire en obtenant une date d'audience, si le montant en litige est de 60 000 ou plus. Ça va? Quel est le délai pour un appelé d'une décision d'un tribunal de première instance à une cour, à un tribunal, en fait? On va dire ça comme ça. À un tribunal de deuxième instance. Ben, c'est 30 jours. Quand on va de l'étage 1 à l'étage 2, donc de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure vers la Cour d'appel, on a dit que c'était 30 jours. Vous avez 30 jours pour appeler le jugement. Comment accède-t-on à la Cour suprême du Canada? Ben, c'est sur permission seulement. Je vous ai dit que la Cour suprême, elle entend les appels qu'elle pense qui valent la peine d'être entendus. Donc, tout passe par un filtre. Quel est le délai pour en appeler d'une décision de la Cour d'appel du Québec? Ben, pour passer de la Cour d'appel vers la Cour suprême, c'est 60 jours. Donc, de l'étage 2 à l'étage 3. Nommez 2 tribunaux dont les décisions sont finales et sans appel. Ben, la Cour suprême, bien évidemment, quand la Cour suprême juge, ben, c'est fini, là. Hein, ça finit là. Puis la Cour du Québec, division petite créance. Donc, on peut dire, bon, pour le mettre bien, là, Chambre civile, division petite créance. Ça va? Le montant maximum pour poursuivre à la Cour suprême du Canada, aucun montant. Le montant maximum pour poursuivre à la Cour du Québec, division ordinaire, c'est 85 000 $. On va mettre ici la même chose, là. Chambre civile, division ordinaire. Et c'est tout. Bingo, on a fini le chapitre 1 qui était... Normalement, je prends moins de temps, là, mais cette fois-ci, j'ai pris un peu plus de temps parce que je pense qu'en prenant un peu plus de temps, vous le comprenez mieux. En classe, là, quand je le fais en classe, avec quelques petits dessins, là, ça se fait très bien. Puis en espace de 1h30, on a déjà fini le chapitre 1. Mais en virtuel, c'est pas la même chose. Donc, je préfère prendre mon temps, là, c'est toujours mieux. Alors, le deuxième point que je voulais vous parler avant de passer au chapitre 2, c'est que vous allez entendre parler des tribunaux de droit commun et des tribunaux statutaires. Alors, c'est quoi un tribunal de droit commun puis un tribunal statutaire? Sans vous compliquer la vie, là. C'est super simple. Un tribunal de droit commun, c'est un tribunal qui entend n'importe quelle cause, qui entend n'importe quel domaine de droit et dans lequel on entame des poursuites en vertu du Code civil. Parce que le Code civil, c'est la seule loi au Québec qui est de droit commun, c'est-à-dire qui touche un peu à n'importe quel sujet de droit. Versus un tribunal de droit statutaire, c'est des tribunaux qui sont plus bas que la Cour du Québec, qui sont, mettons, si on va voir le building, là, sont dans le sous-sol, là. OK? Dans le sous-sol, là,
on embrasse des affaires. C'est-à-dire qu'on a des tribunaux administratifs, des tribunaux municipaux, des tribunaux de toutes sortes qui sont plus bas, plus petits et qui sont des tribunaux statutaires. Pourquoi c'est des tribunaux statutaires? Ben, c'est des tribunaux qu'on a créés simplement pour une raison logique, pour désengorger le système judiciaire de droit commun, pour désengorger la Cour du Québec et pour désengorger la Cour supérieure. Donc, vous avez comme exemple l'ancienne régie du logement, qu'aujourd'hui, ça s'appelle le tribunal administratif du logement. Vous avez le comité de discipline de l'OACIQ, qui est un tribunal qui juge les courtiers qui ne travaillent pas de manière éthique, qui ne travaillent pas selon la loi sur le courtage. Vous avez la commission des biens culturels. Non, pardon. Je m'excuse. C'est faux. Vous avez la CPTAC, c'est-à-dire la Commission de protection des territoires agricoles, qui est essentiellement un tribunal qui a été monté pour s'assurer du respect de la loi sur la protection des territoires agricoles du Québec. Vous avez également le tribunal de la Régie des alcools et des jeux, qui est un tribunal administratif qui se penche exclusivement sur les permis d'alcool et des jeux. Donc, tous ces petites salles de cours-là, ces petits tribunaux-là sont créés et c'est des tribunaux qui se penchent sur une et unique loi et sur un seul et unique domaine de droit. Et le but de faire ça, là, c'est de désengorger les tribunaux. Donc, quand on entend parler d'un tribunal administratif ou d'un tribunal statutaire, qui est la même chose, c'est un tribunal qui se penche sur un seul domaine de droit qui découle d'une loi statutaire qui essentiellement met de l'ordre dans un seul domaine de droit. Donc, voilà la différence entre un tribunal administratif ou statutaire et un tribunal de droit commun. Et je vous ai dit pourquoi est-ce qu'on en a créé comme ça, simplement pour désengorger les tribunaux de droit commun qui vont se pencher sur des causes plus importantes, sur des cas plus robustes. Et déjà, aujourd'hui, comme on l'a dit tantôt, certaines causes, là, ça peut s'étendre sur 7 ans. Imaginez-vous si on n'avait pas les petits tribunaux administratifs, là, on aurait des causes qui peuvent s'étendre sur toute une vie, là, sur 60 ans, là, parce qu'il y en a trop. Puis la file d'attente, elle est beaucoup trop longue. Donc, pour faciliter l'accès à la justice, on a créé tous ces petits tribunaux-là. Voilà. Et ça, c'est des tribunaux statutaires ou administratifs. Puis l'exemple le plus classique qui me vient toujours en tête, c'est la Régie du logement, que tout le monde connaît ici. Elle ne porte que sur la loi sur la Régie du logement, qui est une loi qui se penche exclusivement sur le bail résidentiel au Québec. Donc, tout ce qu'on entend dans cette salle de cours-là, c'est des litiges entre un locataire et un locataire. Ça va? Alors, ça, c'est pour le deuxième commentaire que j'avais. Et ça finit là. Alors là, on va rentrer dans un chapitre qui est assez court et qui va vous éclairer beaucoup. C'est un chapitre qui fait à peu près 3-4 pages, là, qui va vous éclairer beaucoup sur la suite des choses. Alors, bon. Chapitre 2, les biens meubles versus les biens immeubles. Alors, je dois vous dire que malgré le fait que vous le saviez peut-être déjà, je dois vous le dire que au Québec, il y a 2 sortes de biens. Donc, tout ce qui n'est pas une personne morale ou une personne physique est un bien.
tout ce qui n'est pas un être humain ou une compagnie, c'est un bien. Et au Québec, et je pense que partout dans le monde, c'est à peu près la même chose, il y a deux sortes de biens. On a les biens meubles et les biens immeubles. Donc, les biens meubles, et c'est important de faire la différence parce que vous allez voir que dans certains cas, on rentre dans des petits détails dans lesquels certains biens, on ne sait plus s'ils sont des biens meubles ou des biens immeubles. Et il faut comprendre que dans un transfert de titres immobiliers, c'est-à-dire dans une, pour le mettre plus simple, dans une vente, hein, pour donner un exemple plus simple, dans une vente de biens immeubles, ben, l'acheteur achète tout ce qui est bien immeuble. Et le vendeur quitte les lieux, quitte l'immeuble avec tous ses biens meubles. Donc, c'est important que les deux parties sachent exactement c'est quoi, qu'est-ce qui est inclus dans la vente et qu'est-ce qui n'est pas inclus dans la vente. Donc, et pour ça, les courtiers doivent être très à point puis très sharp pour pouvoir guider leurs clients dans ces petits immobiliaux, des termes juridiques qui viennent faire en sorte que des fois, il y a des disputes parce que le vendeur pensait qu'il pouvait partir avec tel bien, puis l'acheteur s'est dit non, non, ça c'est un bien meuble, ça reste ici, ou vice-versa. Le vendeur part avec un bien, puis l'acheteur pensait que le bien était là. Alors, donc, lorsqu'il ouvre la porte et il fait le tour de son bien fraîchement acheté, il se rend compte qu'il manque un bout. Il se dit comment ça? Donc, il faut que ce soit clair, là, finalement. OK? C'est pour ça que je dois départager avec vous les biens. Et tel que je vous l'ai dit tantôt, tout ce qui n'est pas personne physique ou personne morale, tout ce qui n'est pas une personne, c'est un bien. Et les biens sont soit meubles ou immeubles. Ça va? Alors, sans rentrer dans les détails de l'article 905 du Code civil, pour vous mettre ça plus simple, les meubles, les biens meubles, c'est des biens qu'on peut bouger, qu'on peut transporter, qu'on peut transporter d'un point A à un point B, c'est-à-dire qui bougent, qu'on peut bouger d'une place à l'autre. Ça va? Donc, ça, c'est important aussi. Alors, quand on parle d'un bien meuble, c'est un bien qu'on peut simplement bouger. Une table, une chaise, un ballon, un sofa. Tout ça, ce sont des biens meubles. Ça va? Il existe également d'autres types de meubles qui ne sont pas nécessairement très clairs en tant que tels comme type de bien. De l'argent. De l'argent, c'est un bien meuble également. Les actions qu'on transige à la bourse, c'est des biens meubles également, même si on ne le voit pas, ne sont pas tangibles nécessairement. C'est un bien meuble. Les certificats de dépôt, donc lorsque vous avez un certificat de dépôt, ben, c'est un bien meuble également. Les obligations d'épargne du Canada ou du Québec, ben, c'est un bien meuble également. Une piscine hors sol qui n'est pas attachée d'aucune façon au sol, c'est-à-dire on la dépose sur le sol, ou un cabanon qu'on dépose sur le sol. C'est un bien meuble également, même si ça n'a pas l'air. Ça va? Donc, voilà. Alors, la solution que j'ai toujours, elle est très simple. Si le bien bouge, c'est un bien meuble, puis c'est ce que j'ai mis à la page 12 en haut.
Si le bien bouge, c'est un bien meuble. Si le bien... Je m'excuse, il y a quelqu'un qui m'appelle, là. Vraiment désolé, là. OK, bon, c'est fait, ça y est. Puis, mettons, une tank à eau chaude, là, le client vient de la remplacer, puis ça lui a coûté une couple de piastres, puis là, il veut vraiment partir avec. Vu que c'est attaché comme à la maison, il ne peut pas passer avec. Exactement. Puis, on va voir pourquoi. Alors, alors, si on se penche maintenant, bien évidemment, vous n'allez pas vendre des meubles, là. On s'entend, là, vous n'êtes pas ici pour un cours de Economax là, ou de Bro et Martineau, vous êtes ici pour un cours pour être courtier. Donc, vous n'allez pas vendre des meubles. Alors, il faut comprendre c'est quoi un bien meuble, mais là, on va se pencher plus en détail sur les biens immeubles. Alors, la loi, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle va classer les biens meubles essentiellement sous 4 groupes, au fond, sous 4 groupes. OK? Ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que... En tout cas, je vais vérifier après mes notes, là, mais j'ai comme l'impression que j'avais déjà changé toutes ces petites choses que je suis en train de changer. Je ne sais pas si c'est parce que la dernière version, je l'ai sauvegardée quelque part d'autre. En tout cas, c'est pas plus grave, là. Comme je vous ai dit, les notes de cours sont quand même toutes bonnes, puis on passe au travers ensemble. Fait que si je vois de quoi qui n'est pas à jour, je vais le mettre à jour immédiatement, là, puis ben, c'est bizarre. En tout cas, mais bon. Donc, les biens immeubles, on a 4 groupes. OK? On a les biens immeubles par nature, on a les biens immeubles par attache ou par réunion, on a les biens immeubles par l'objet sur lequel ils portent, et on a les biens immeubles par détermination de la loi. Alors, donc, on s'entend que le fait de voir le chapitre 2 de cette façon-là, puis de catégoriser en groupe les différents biens immeubles, c'est pour les détails. Parce que quand on arrive, puis on va pour une transaction d'une maison ou d'un condo ou d'un duplex, bien, on s'entend que le propriétaire actuel, il ne peut pas partir avec son duplex. Il ne peut pas juste laisser le terrain. Donc ça, c'est assez simple de dire que c'est un bien immeuble. C'est plus pour les petits détails, pour le réservoir d'eau chaude, le réservoir d'huile, la thermopompe, pour ces petites affaires-là qu'on n'est pas trop certain c'est quoi. Alors, allons-y une étape à la fois. Donc, les biens immeubles par nature. Quels sont les biens immeubles par nature? Alors, je vous ai mis ici, là, c'est tout bien meuble qui est attaché à un immeuble et qui a perdu son individualité, mais qui en assure son utilité. On peut mettre ça plus clair. Et qui assure l'utilité de l'immeuble. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est les biens immeubles par nature, bien évidemment, c'est la terre qui se trouve sur le terrain, les arbres qui sont là, les plantes qui sont là, l'immeuble qui se trouve là, parce que l'immeuble qui se trouve là, avant qu'il ne devienne immeuble, avant qu'il ne devienne un bâtiment, c'était un ensemble de matériaux qui ont été travaillés, qui ont perdu leur individualité et qui assurent la fonctionnalité de l'immeuble. Je vous parle de quoi? Je vous parle du sac de ciment qui a servi pour couler les fondations. Je vous parle du bois qui a servi pour monter la charpente. Je vous parle
de la brique, une brique qui a servi pour monter la façade. Donc, tout ça, avant de devenir bâtiment, était des biens meubles. On avait un bout de bois, une brique, un sac de ciment. En travaillant tout ça et en le mettant ensemble, ben, tout ça, c'est devenu immeuble. Donc, ça ne bouge pas. Et ça assure la fonctionnalité du bâtiment, lequel est nécessairement connecté à la terre. Ça va? Donc, tout ça pour vous dire, tout ce qui est le terrain et le bâtiment, c'est sans aucun doute un bien immeuble par nature. Ça va? Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin, puis je vais vous expliquer un petit point que certaines personnes ont plus de difficultés à comprendre, mais c'est très simple. Il y a des systèmes qu'on va installer dans l'immeuble, dans le bâtiment, lesquels vont devenir bien immeubles par nature. Des systèmes qui étaient en morceaux qui étaient des biens meubles, et qu'en les mettant ensemble et en les installant dans le bâtiment, tout ça, c'est devenu un bien immeuble. Je vous parle du système d'électricité, c'est-à-dire tous les câbles qui sont passés un peu partout dans l'immeuble. Alors, ce n'est plus un câble qu'on achète chez Home Depot. C'est maintenant un système électrique qu'on a installé et qui se trouve à assurer la fonctionnalité de l'immeuble. Et si on voudrait partir avec, ça cause des dommages importants au bâtiment, jusqu'à même aller au point de le rendre non fonctionnel. Donc, le système d'égout de l'immeuble, c'est la même chose. Au début, c'est des tuyaux qui ont été mis ensemble. Maintenant, ce n'est plus un tuyau tout seul, c'est un système. Donc, le tuyau tout seul a perdu son individualité. Hein, c'est comme ça qu'on dit en droit. Et est devenu maintenant un système d'égout pour l'immeuble. Et ainsi de suite, je pourrais me rendre jusqu'à chaque partie de l'immeuble, notamment les feuilles de gypse. Hein? Une feuille de gypse, lorsqu'on l'achète, c'est une feuille de cloison sèche là, qui est individuelle, qui est un bien meuble. Lorsqu'on l'installe, lorsqu'on la cloue, lorsqu'on passe du plâtre, on fait les joints, on tire les joints, puis on peint, ben, c'est plus une feuille de gypse. C'est un mur maintenant qui est constitué de plusieurs feuilles de gypse jointes ensemble avec du plâtre, avec la peinture, avec tout ça. Donc, c'est un bien meuble qui perd son individualité. Ça va? Donc, pour vous rendre les choses plus simples, les biens immeubles par nature, c'est normalement l'ensemble du corps de l'immeuble. Donc, la terre, les arbres, le bâtiment au complet, tout ce qui est dalles de béton, charpente, recouvrement extérieur, couverture, tout ça, c'était à un moment donné un bien meuble. Et en les mettant ensemble, en les travaillant ensemble et en les installant dans le bâtiment ou sur le bâtiment, c'est devenu un bien immeuble par nature parce que de un, le bien meuble a perdu son individualité et de deux, ça assure la fonctionnalité du bâtiment. Et troisièmement, si je veux aller plus loin pour vous faciliter encore la vie puis vous donner des indices de plus, si on veut partir avec ces genres de biens immeubles par nature, ben, on vient dénaturer l'immeuble. On vient
faire des gros dommages. Par exemple, si on veut partir avec les comptoirs de cuisine ou avec les armoires, on laisse une chambre qui est totalement détruite, de un, puis de deux, on s'entend qu'un bien immeuble aujourd'hui, pour l'habiter sans cuisine, il n'est pas si fonctionnel que ça. Il manque une touche de fonctionnalité. Donc, lorsqu'on enlève, qu'on veut partir avec ces biens-là, ça crée de un, des gros dommages, et de deux, ça vient rendre l'immeuble en tout ou en partie non fonctionnel. Ça va? Donc, ça, c'est un bien immeuble par nature. Puis, je vous donne les exemples infinis, là. C'est les murs, la dalle de béton, la toiture, le revêtement de briques, l'escalier en avant. Donc, tout ça, là, ce sont des biens immeubles par nature. Maintenant, on va aller vers des biens immeubles qui sont plus simples. Donc, ceux par attache ou réunion. C'est des biens immeubles que l'être humain a attaché à l'immeuble. Donc, c'est un bien meuble qu'on attache à l'immeuble avec des clous, avec des vis ou avec de la colle, sans que le bien meuble ait perdu son individualité. Donc, oui, en l'attachant, en mettant des vis, en mettant des clous ou de la colle, c'est devenu un bien immeuble par attache. J'en conviens. Mais le vendeur, lui, s'il le spécifie de manière claire sur la promesse d'achat, il pourrait dire, je vais exclure de la vente le bien immeuble par attache un tel. Pourquoi? Parce que c'est un bien qui n'a pas perdu son individualité. C'est un bien qu'en dévissant 4 ou 5 vis, là, on peut partir avec très facilement. Je vous donne l'exemple, là. C'est mon Dieu, comment on appelle ça, là, le genre de bras métallique là, qu'on visse à un mur pour installer une télé. Donc ça, là, c'est un bien que lorsqu'on le visse sur le mur, ça fait 4 trous, OK? C'est pas la fin du monde, c'est pas un dégât total. Mais en le vissant, ça devient un bien immeuble par attache. Mais le vendeur pourrait dire, moi, je vends l'immeuble, mais je veux exclure mon... j'ai encore pas le mot là, qui me vient en tête, mais le bras qui tient... Le soutien à la télévision. Le soutien... C'est un support mural. Un support mural de TV. Voilà. Je veux partir avec. Fait que l'acheteur, lui, il sait que c'est qu'il est en train de voir devant lui lorsqu'il visite, c'est un bien immeuble aujourd'hui, mais le vendeur va partir avec parce que c'est un bien immeuble qui est individuel encore, qui n'a pas perdu son individualité. Ça ne fait pas partie du mur, ça ne fait pas partie d'un système quelconque et ça n'assure pas non plus la fonctionnalité de l'immeuble. Ça va? Mais pourquoi on l'appelle alors un bien immeuble? Pourquoi on l'appelle simplement un bien meuble? Parce que ce n'est pas un bien meuble. C'est pas un bien meuble. C'est un bien qui est attaché à un bien immeuble. Et si le vendeur ne mentionne pas qu'il veut partir avec, ça reste là. Si sur la promesse d'achat, on n'a pas exclu noir sur blanc le support mural, alors le vendeur ne peut pas partir avec. Parce que
à partir du moment où on attache avec des vis, avec de la colle ou avec des clous un bien à un bien immeuble, ben, le bien meuble en question qu'on a attaché, cloué ou vissé devient immeuble par attache. Et ça, c'est, comme je vous dis, c'est le Code civil qui le traite comme ça. Donc, c'est ces genres de choses-là qu'on, malheureusement, on doit les prendre telles quelles. Voilà. J'ai une question, monsieur. Alors, donnez-moi juste un petit instant, là. OK. Donc, c'est ça. Alors là, puis des exemples, ça, il y en a plein. On peut avoir, par exemple, également le moteur de l'aspirateur central. Bon, on peut avoir un système d'aspirateur central avec des tuyaux puis des sorties là, au sous-sol, au rez-de-chaussée, au deuxième étage. Mais le moteur en tant que tel, c'est un bien meuble au départ qu'on a installé, qu'on a vissé dans l'immeuble et qui est facilement détachable et qui n'assure pas la fonctionnalité du bien. Il y a des biens immeubles qui n'ont pas d'aspirateur central et ils fonctionnent très bien. Donc ça, c'est un autre exemple. Il y a quelqu'un qui a le micro allumé, s'il vous plaît. J'avais juste une question, là, si c'est possible. Allez-y, oui. Je voulais juste savoir, est-ce que ça, quand on fait un contrat là, avec le client, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, est-ce qu'il faut y aller pièce par pièce puis lui dire ça, ça va être à toi, ça va être à toi, ça va pas être à toi, puis toutes l'écrire? Non, on lui pose la question générale, est-ce qu'il y a des biens immeubles que tu veux partir avec? Là, il va te dire, ben, c'est quoi? Et là, tu lui dis, ben, écoute, ça peut être le moteur de l'aspirateur central, le support le support mural pour la TV. Tu lui donnes quelques exemples pour qu'il comprenne. Mais non, il ne faut pas aller pièce par pièce. Puis, si je vais plus loin, vu que tu as posé la question, c'est qu'on va dire alors que par défaut, tout ce qui est bien immeuble, donc tout ce qui est immeuble par nature ou par attache, fait automatiquement partie de la transaction. Hein? Le vendeur doit le laisser et l'acheteur va le prendre lors de la transaction. Et tout ce qui est meuble est automatiquement exclu de la vente. Donc, ça m'emmène à un autre terme qui peut peut-être porter à confusion. Il faut que ce soit clair. Donc, pour que le vendeur puisse partir avec certains biens immeubles par attache, il faut les exclure de la vente. Autrement, tous les biens immeubles sont automatiquement inclus dans la vente. Donc, si le vendeur veut partir avec son support mural, il faut l'exclure de la vente. OK, il faut que ça soit marqué. Mural, à partir du moment où il y a des vis, il fait automatiquement partie de la transaction. Donc, il faut l'écrire noir sur blanc dans une section de la promesse d'achat qui s'appelle exclusion de la vente. Et comme les ventilateurs de plafond, les rideaux, les stores, tout ça. Oui, exactement. La vaisselle. Exact. Ça veut dire que s'il y a, mettons, je ne sais pas, là, vous avez un lustre qui vous a été donné par votre grand-mère, et c'est un lustre qui vaut très cher et qui date de 1811, et vous l'avez en plein centre de votre salon, puis vous voulez partir avec, bien, vous devez l'exclure, parce que le lustre, il fait partie, c'est un bien immeuble par attache, parce qu'il est vissé au plafond. Ça va? Mais est-ce que ça affecte le prix de la vente ou pas nécessairement? Ben, pas nécessairement. C'est sûr que si. Non, je pense pas. Non, je pense pas que ça affecte le prix de l'immeuble en tant que tel, non. Parce qu'on s'entend qu'on ne part pas avec tout l'immeuble. On
on se partage un petit peu, je veux dire, dans le sens que les choses qu'on veut laisser, la plupart des biens immeubles par attache, on les laisse, là. Je veux dire, je vois rarement des gens qui partent avec leur support mural ou avec leur ventilateur de plafond, ce genre de choses-là. Des fois, on va partir avec une ou deux affaires, mais non, ça n'affecte pas tant que ça. Non. Par contre, ça peut créer un litige entre les deux parties si ce n'est pas clair. Et c'est pour ça que je prends la peine d'y aller lentement. Donc, à l'inverse de ce que j'ai dit tantôt, tous les biens meubles sont automatiquement exclus de la vente et le vendeur doit partir avec. Donc, si le vendeur veut laisser certains biens dans l'immeuble, il faut l'écrire noir sur blanc dans la section de la promesse d'achat, inclusion. Ça va? Donc, pour rendre ça plus clair, tous les biens meubles sont automatiquement exclus de la vente, tous les biens immeubles sont automatiquement inclus. Si on veut exclure des biens, si on veut en fait partir avec des biens immeubles, il faut les exclure de la vente. Et si on veut laisser des biens meubles, il faut les inclure dans la vente. Ça va? Donc, il faut que ce soit clair parce que c'est une source de litige. Maintenant, je vais aller en... Est-ce que l'acheteur, si jamais l'acheteur ne veut pas ce bien immeuble attaché, qui est considéré comme immeuble, mais par attache ou par réunion, est-ce qu'il peut obliger le vendeur à l'enlever, à le prendre avec lui? Non, normalement, non. Obligé en tant que tel, non. Mais il peut s'entendre avec, par contre. Il peut s'entendre avec pour dire on s'entend. ça, écoute, ça, j'aime pas. Mettons, moi, j'ai une télé 85 pouces, puis ton support mural, il va maximum jusqu'à 60 pouces. Fait que garde-le, tu sais. Laisse les 4 trous, là, puis il part. Parce que moi, de toute façon, je vais le mettre à la poubelle. Fait que ça, on peut s'entendre. Mais non, si ça fait partie du bien, il le prend tel qu'il l'a vu lors de la visite. Donc, c'est ça. Obligé en tant que tel, non. Mais on peut s'entendre toujours. Alors, là, il y a une section pour d'autres types de biens qui sont moins tangibles, qui sont dans une zone grise et qu'il faut classifier. Il faut qu'on les classe, soit meubles ou immeubles. Alors, on a créé un groupe qui s'appelle les biens immeubles par l'objet sur lequel ils portent. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est des biens ou c'est des biens qui, des fois, ils sont tangibles, des fois, ils sont intangibles, mais qu'on a de la difficulté à classer comme étant un bien meuble ou un bien immeuble. Et donc, la loi, elle a par une définition plus ou moins bonne, là, ils ont créé un groupe qui s'appelle les biens immeubles par l'objet sur lequel ils portent, dans lequel on va inclure certains types de biens qui sont dans une zone grise. Je donne l'exemple, une poursuite en vice caché. Donc, une poursuite immobilière. Une poursuite, là, c'est un recours en justice. C'est un bien, hein, il faut le dire. Ce n'est pas une personne, donc c'est un bien. Et, en étant un bien, c'est un bien intangible. C'est un bien qu'on ne touche pas. C'est une poursuite, là. Les poursuites, on ne les voit pas. On les subit, on les souffre, on les vit difficilement souvent, mais on ne les voit pas, c'est intangible. Alors, le législateur du Québec, c'est-à-dire
l'Assemblée nationale a décidé, par la mise en vigueur de certains articles du Code civil, qu'on a créé un groupe qui s'appelle les biens immeubles par l'objet sur lequel ils portent. Alors, si c'est une poursuite sur un bien immeuble, alors la poursuite en tant que telle, le recours en justice devient immeuble et va faire partie de la vente également. Et c'est pour ça que, des fois, lorsqu'un locataire intente un recours auprès de la régie du logement, qui ne s'appelle plus la régie, ça s'appelle le tribunal administratif du logement, ben, l'acheteur est concerné. Parce que l'acheteur dit, OK, ben moi, si je prends l'immeuble, je prends également la poursuite. Et donc, ça se peut que je sois condamné à débourser un certain montant. Donc, c'est pour ça que certains locataires de mauvaise foi, des fois, ils prennent en otage des ventes parce qu'ils veulent obstruer la vente, ils veulent agacer leur propriétaire actuel et ils vont intenter une poursuite bidon. Et ça vient faire en sorte que l'acheteur a peur, simplement. Et des fois, il laisse tomber la transaction. Parce que la poursuite en tant que telle est un bien immeuble et fait partie de la vente. Si c'est une poursuite qui est en lien avec un bien meuble, alors c'est un bien meuble. Pour aller plus loin, un bail résidentiel, le bail, le contrat de bail. Le contrat de bail, c'est un bien immeuble. Même si ces 3-4 pages-là, on peut les transporter, on peut les bouger d'une place à l'autre, c'est quand même un bien immeuble. Pourquoi? Ben parce que ça porte, c'est un contrat, une entente qui porte sur l'immeuble. Donc, ces droits-là que le locataire a d'habiter son logement et le droit que le propriétaire a de collecter le loyer, qui est bien sûr mis sur contrat écrit sous forme de bail, tout ça est un bien immeuble par l'objet sur lequel il porte. Parce que ça porte, c'est un droit, ce sont des droits qui portent sur l'immeuble. Donc, il n'y a pas 10 millions d'exemples, honnêtement. Là. Je peux vous donner un autre exemple, le droit de propriété. Okay? Le droit de propriété est un bien immeuble par l'objet sur lequel il porte. C'est-à-dire, votre titre de propriété, le fait que lorsqu'on vous voit, on sait que vous êtes le propriétaire de l'immeuble un tel, c'est pourquoi peut-on savoir que vous êtes le propriétaire? Ben parce que vous êtes officiellement propriétaire en vertu, par exemple, de l'acte de vente publié au registre foncier en date du 15 mars 2015. Ben, ces droits-là que vous avez sur l'immeuble, il est intangible. Vous n'avez pas une corde là, qui vous attache au bien. Là. Vous avez un droit. Ces droits-là, il est intangible. Alors, comment le place-t-on? Est-ce que c'est un bien meuble ou est-ce que c'est un bien immeuble? Ben, donc, dans le Code civil, on a dit que c'est un bien immeuble par l'objet sur lequel il porte. C'est un droit qui porte sur un bien immeuble, un droit de propriété. Donc, c'est un bien immeuble. Donc, si à l'examen, je vous pose la question, le droit de propriété en vertu d'un acte de vente, on le classe comment? Bien, vous allez me dire, on le classe comme étant un bien immeuble par l'objet sur lequel il porte. C'est ça. Et là, Rami, j'aurais une question. Dans les poursuites, est-ce que le courtier est toujours impliqué dans le processus de la poursuite entre les parties lorsqu'il y a une poursuite en bien et immeuble ou lorsqu'il y a une poursuite en bien et meuble, on est exclu par défaut? Le courtier en tant que tel, il va être un témoin.
un témoin de cette cause-là, un témoin privilégié, j'aurais tendance à dire, parce qu'il a été à l'avant-plan de tout le processus transactionnel. Donc, souvent, le courtier n'est pas une partie, mais plutôt un témoin. Et ça va dépendre du type de poursuite, ça va dépendre de qu'est-ce que qui est le poursuivant. Des fois, certains poursuivants sont tellement aigres qu'ils vont poursuivre ils vont poursuivre l'autre partie et ils vont s'adonner à essayer de faire des plaintes auprès de l'OACIQ parce que ils en ont une dent contre le courtier également, même si c'est non fondé, en pensant que c'est la faute du courtier. Mettons. Fait que là, c'est sûr qu'ils vont se mettre le courtier à dos. Donc, c'est un témoin, mais c'est un témoin hostile. C'est un témoin. C'est sûr que si mon client, il s'adonne à une poursuite en vice caché contre l'autre partie, mettons que mon client, c'est l'acheteur. Il va poursuivre l'autre partie en vertu de... Il dit qu'il y a un vice caché. Et il fait une plainte contre moi parce que je ne lui ai pas informé qu'il y avait un vice caché, alors que comment je ne peux pas savoir qu'il y a un vice caché? Un vice caché, par sa définition même, il est caché. Donc, on ne peut pas le voir. On s'entend que c'est une plainte qui est non fondée. Donc, c'est sûr que s'il veut que j'aille témoigner à sa faveur dans sa poursuite en vice caché, mettons que ça va me tenter un peu moins. Là. Mettons qu'il va falloir qu'il me sorte les mots de la bouche comme s'il me sortait les dents. Là. Mais, donc, c'est ça. Mais normalement, là, le courtier en tant que tel, c'est un témoin. Moi, ça m'est arrivé déjà dans 2 causes d'être témoin, puis c'est ça. Tu dis exactement, quand tu es témoin, tu ne peux pas vraiment mentir, tu le fais sous serment. Donc, tu dis exactement qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, ça va être au juge de trancher selon les preuves. Mais c'est ça. Le courtier est souvent soit un témoin, soit il est visé par une plainte. C'est ça. Et le fameux vice caché aurait pu être caché lors de la déclaration du vendeur par l'agent vendeur, avec le vendeur. Ça se peut. Ça se peut. Mais là, il faut qu'on le prouve, ça. Il faut qu'on le prouve. Moi, j'ai déjà eu un cas comme ça où j'avais un client qui... bon, c'était pas un vice caché, là, c'est un suicide. Un suicide, c'est pas un vice caché. Moi, personnellement, j'ai plus peur des vivants que des morts. Mais c'est un suicide, c'est pas un vice caché. Parce qu'il y a des gens qui vivent très bien avec un suicide chez eux et il y en a d'autres qui vivent très mal. Donc, ça dépend. Et donc, le fait qu'il y ait un suicide, les esprits n'affectent pas la fonctionnalité de l'immeuble, si jamais c'est vrai qu'il y a des esprits. Ça aussi, il faudrait qu'on le prouve, puis c'est un peu difficile. Donc, l'important là-dedans, c'est que il y avait un suicide. Quelqu'un lui a dit, après avoir acheté, qu'il y a eu un suicide. Et donc, moi, j'étais leur courtier. Le courtier du vendeur a été visé par une plainte, mais il n'y a pas eu de suite à ça parce qu'ils n'ont pas été capables de prouver que le courtier du vendeur connaissait le fait qu'il y avait un suicide. Puis moi, on m'a posé la question aussi, bien évidemment, comment puis-je le savoir? C'est très difficile. Et donc, c'est sûr que ces clients-là, il y avait une dent contre moi également parce qu'ils pensaient que je n'avais pas assez vérifié pour l'informer comme il faut. C'est très difficile de trouver ce genre de choses-là. Donc, voilà. Fait que, oui, ça dépend. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Ouais. Je vois qu'il y a plusieurs mains levées. Allez-y, je vous écoute. Je vous laisse parler. Bon, le bail, bon, on considère le bail et le titre de propriété comme ce sont des biens immeubles intangibles, parce qu'on ne les voit pas, c'est ça, intangibles. Bien, ce n'est pas nécessaire de mettre le mot intangible. C'est un bien immeuble par l'objet sur lequel il porte. C'est intangible en tant que tel parce que c'est un droit qu'on ne voit pas, on ne le touche pas.
On ne touche pas un droit. Un droit, on l'a, point. Mais on le met simplement dans le groupe des biens immeubles par l'objet sur lequel ils portent. Ce n'est pas nécessaire de dire qu'ils sont tangibles ou intangibles. Voilà. Moi, j'avais une question aussi au sujet des poursuites. Si on fait un achat d'une propriété sans inspection, parce que là, dans les derniers temps, c'est pas mal avec ça que ça se joue au niveau des vendeurs. C'est conditionnel à l'inspection, puis toi, tu dis non, moi, j'ai pas d'inspection, je te donne ça direct. Est-ce que finalement, si on trouve un vice caché plus tard, on peut revenir? Non, sûrement pas. Hein? Alors, ben là, puis je pense que tu as la même, comment je peux dire, tu as le même réflexe que probablement pas mal de tes collègues, mais je t'invite à réfléchir un petit peu de manière plus fine. OK? C'est un vice caché. Tu fais l'inspection. L'inspecteur, peut-être que tu ne le savais pas, mais il fait une inspection visuelle. Ça veut dire que si l'inspecteur, si tu dis en tant que poursuivant que tu n'as pas le droit de poursuivre quelqu'un parce que tu n'as pas fait une inspection, tu es en train de dire que ce n'est pas un vice caché. Parce que tu es en train de dire que l'inspecteur, si tu avais fait l'inspection, l'inspecteur aurait pu le voir. Et si l'inspecteur aurait pu le voir, toi aussi, tu aurais pu le voir. Et si toi aussi, tu aurais pu le voir, ce n'est pas un vice caché. Il n'est pas caché. Donc, le fait de faire ou de ne pas faire d'inspection ne change en rien ni le montant, ni le droit à une poursuite en vice caché. Bon, ça témoigne d'une certaine imprudence. Hein, on s'entend. Parce que là, c'est sûr que le juge va dire, ben, vous êtes un peu téméraire dans vos démarches. Néanmoins, ça ne change absolument rien sur le fait que si le vice était vraiment caché, et tu prouves qu'il était caché, ben, ni l'inspecteur, ni toi, ni Jésus, ni Allah, personne n'aurait pu le voir. Donc, en fait, je trouvais juste que c'était mal vu au niveau si tu passes en cours. Ils vont dire que tu n'as pas suivi toutes les étapes d'une vente formelle. Donc là, c'est ton problème. Même si oui, c'est un vice caché, puisque tu as passé au travers des étapes, c'est toi qui subis dans le fond les coûts reliés à ça. T'sais. Oui, mais c'est là où tu sors ta carte d'en dessous de ta manche, puis tu dis, ben, même si je n'ai pas suivi, et puis, c'est un vice caché, personne n'aurait pu le voir. Même si j'avais suivi avec une loupe, là, avec la loupe de l'inspecteur Gadget, là, puis que j'aurais passé point par point, là, je ne l'aurais pas vu. Mettons, un vice caché qu'on ne voit jamais, c'est une contamination de sol. Contamination de sol, comment... C'est impossible de voir ça. Impossible. On est à 3 pieds sous terre et ça sent l'huile, mais quand on est sur la cour arrière, ça sent pas. Ça sent les fleurs, ça sent beau. Donc, je veux dire, c'est impossible. Tu vois, donc c'est là où tu sors ce genre de coup-là, puis normalement, tu gagnes. Bon, avec ce genre de choses-là. Bon. Voilà. Est-ce que la garantie légale a de l'impact dans ça, Rami, ou pas? Si la vente est faite sans garantie légale, est-ce qu'on a des recours quand même? Ou... Non. J'ai dit non, là, il y a une exception, là, mais elle est exceptionnelle. C'est très difficile d'avoir une poursuite en vice caché si tu as acheté sans garantie légale. Quand tu achètes sans garantie légale, chose qu'on va voir au chapitre 6, tu achètes tel quel, là. Comme on entend souvent dire, là, c'est tel quel, là, that's it, là. Fait qu'il n'y a pas de recours en vice caché. Donc là, t'es cuit, là. T'es vraiment fait. J'ai une question. Oui. En fait, les immeubles par l'objet sur lesquels ils portaient... moi, j'ai une cas réelle. Moi, j'ai un ami qui a vécu au centre-ville et il a acheté une maison au rive sud, au Port-Saint, par exemple. Et
Parce qu'à centre-ville, il n'y a pas de frais de l'eau exactement. Donc, mais donc, il ne fait pas attention. Mais quand la transaction a tout fini, il a trouvé une facture de $500 par le frais de l'eau par municipalité. Donc, est-ce que ça, c'est un immeuble par l'objet sur lequel il portait? Une facture. $500 pour l'eau comme ce qu'il est consommé par l'ancien propriétaire. Oui. Ben, c'est sûr que là, il faudrait trancher. C'est une facture qui vise une consommation à quel moment? Si la consommation était antérieure à la vente, ben c'est à l'ancien propriétaire de le payer. Vis-à-vis la ville s'en fout. La ville va dire c'est le propriétaire, point. Donc, je m'en fous si c'est l'ancien ou le nouveau. Moi, il faut qu'on me paye. Puis si tu ne me payes pas, j'ai saisi l'immeuble. Mais normalement, oui, l'acheteur a un recours contre l'ancien propriétaire parce que c'est de la consommation qu'il n'a pas faite. Et j'irai même plus loin. Peut-être qu'il y a un recours même en erreur professionnelle contre le notaire qui n'a peut-être pas vérifié ce point-là. Parce que les notaires, normalement, ils vont faire des petits appels à la ville, ils vont voir est-ce que les comptes sont à jour. Ça c'est une dette à payer. Donc, ça, c'est les immeubles, c'est ça? Oui, absolument. C'est lié. C'est une consommation qui est de l'immeuble. Oui, c'est sûr et certain. Mais c'est vis-à-vis la ville s'en fout que ce soit le propriétaire actuel, le propriétaire ancien, le locataire, Tigui, Saint-Clinclin, qui l'ait consommé. La ville va dire, j'ai une facture, vous avez consommé, vous me devez $500, paye-moi. Puis je te donne 30 jours. Tu ne me payes pas, on saisit. Bien évidemment, ça prend du temps, là, mais juste pour vous dire que, donc, ce qu'on fait, c'est que votre ami, il va falloir qu'il paye la facture puis qu'il se tourne de bord contre l'ancien propriétaire. Voilà. C'est ça. Bon, allons-y. Dernier type d'immeuble, c'est là où la loi vient forcer les choses. Il y a un article de loi, entre autres, qui dit que certains biens, c'est des biens immeubles parce que ça leur tente, simplement. Donc, il y a des immeubles qui sont dans le groupe de biens immeubles par détermination de la loi. C'est-à-dire, la loi dit que c'est un bien immeuble. Peu importe si toi, tu le vois comme un bien immeuble, c'est un bien immeuble. That's it. Parce que la loi le dit. Je donne l'exemple, les droits miniers. Donc, les droits des mines, les droits qu'il y a sur les mines. Hein? Un droit minier, c'est un bien immeuble. Les loyers, le montant que le locataire paye mois après mois, c'est un bien immeuble. C'est les seuls exemples que j'ai, là, puis ça, c'est des exceptions exceptionnelles, là, je veux dire, il n'y en a pas 10 000, là. C'est les seuls. Fait que si je vous dis, donnez-moi un exemple d'un bien immeuble par détermination de la loi, ben, ayez toujours en tête droit minier, loyer. That's it. Il n'y en a pas 10 000, là. Inclusion, exclusion, ben, c'est ce que je vous ai dit tantôt, là, les biens meubles sont automatiquement exclus d'une vente. Donc, si on veut les inclure, il faut l'inscrire dans la section inclusion de la promesse d'achat et les biens meubles, les biens immeubles sont automatiquement inclus dans la vente. Si on veut en exclure des biens immeubles par attache, on doit l'inscrire dans la section exclusion de la promesse d'achat. Laissez-moi juste voir. OK, alors là, on est rendu aux exercices. Une fois qu'on aura fini ça, on a fini notre cours d'aujourd'hui. Alors, allons-y. Hein? Les faire, pourquoi pas. Encercler la bonne réponse, une soucoupe parabolique, donc l'antenne, non? Fixée avec des vis au toit de l'immeuble, c'est un bien immeuble par attache ou par réunion. Voilà.
Un lave-vaisselle encastré. Encastré, mais non vissé. Les lave-vaisselles ont la particularité que quand on l'encastre seulement quand on rentre le lave-vaisselle dans le trou prévu pour ça, bien souvent, on ne met pas des vis. Des fois, on ne met pas de vis, simplement. Donc, c'est un bien qu'on bouge, simplement, fait que ça demeure un bien meuble. Si on visse au comptoir, en dessous du comptoir, pour éviter que lorsqu'on ouvre la porte, le lave-vaisselle bouge, là, ça devient un bien immeuble par attache. Mais si on vous dit simplement un lave-vaisselle encastré, et on ne vous parle pas de sur lequel on a mis 2 vis pour assurer la stabilité lorsqu'on ouvre la porte, c'est simplement et purement un bien meuble. Parce qu'il est encastré, that's it, that's all. Il n'y a aucune attache, là. Aucune vis. Bon, une piscine creusée à l'arrière, ça, c'est un bien immeuble par nature. Pourquoi? Parce que on viendrait détruire la cour arrière en partie si on enlève la piscine puis on laisse un trou, fait qu'on enlève la fonctionnalité d'une partie de l'immeuble. On ne peut pas aller dans la cour arrière, on va tomber dans un trou vide. Donc ça, c'est un immeuble par nature. Système de chauffage central conçu aux dimensions d'un immeuble avec non seulement le moteur, mais aussi un système de tuyaux dans les murs et des prises dans chaque pièce. Et aussi un bien immeuble par nature, c'est un système de chauffage. Et pour ceux qui ne le savent pas, au Québec, il y a une couple de mois par année où il fait quand même un peu froid. Et le chauffage, ce n'est pas une commodité, ce n'est pas pour du confort, c'est un besoin pour la fonctionnalité de l'immeuble. Donc, c'est un bien immeuble par nature. Les lustres dans le salon fixés au plafond par des vis sont un bien immeuble par attache ou par réunion. Système d'aspirateur central unique pour l'immeuble relié par un ensemble relié ensemble à un système général au sous-sol. Et si je vous parle du système d'aspirateur central et non du moteur, lequel des fois est accessible puis qu'on peut partir avec, si je vous parle du système, de tous les tuyaux qui passent au travers des murs, c'est un bien immeuble par nature. Les meubles des patios autour de la piscine, ben, ça c'est un bien meuble. Hein? Un abri d'auto retenu au sol par des piquets, ben, c'est un bien immeuble par attache ou par réunion. Ce qui veut dire, c'est que si vous vendez un bien immeuble avec un abri tempo en avant, en hiver, assurez-vous si le vendeur veut partir avec son tempo, assurez-vous de l'exclure de la vente. Mais une fois qu'il est détaché, ça devient un bien meuble, non? Oui, exact. Okay. Mais il faut quand même le mettre dans un bien immeuble, c'est ça? Oui, parce que s'il est monté et que la transaction s'est faite en plein mois de janvier, ben, il est là, il est attaché, il y a des clous à terre. Donc, normalement, pour éviter toute ambiguïté ou tout litige, c'est mieux de simplement l'exclure si le vendeur veut le conserver. Un ascenseur d'hôtel, bon, ça c'est sûr que c'est un bien immeuble par nature. Le système d'alarme vissé au mur de toutes les pièces d'un immeuble est un bien immeuble par attache. Donc, c'est pas ce qui cause le plus de dégâts lorsqu'on l'enlève et ce n'est pas un besoin essentiel pour la fonctionnalité de l'immeuble. Les accessoires de salle de bain cimentés, ça c'est par nature. Si on enlève un truc qui est cimenté, là, c'est sûr que vous allez faire un dégât. C'est sûr.
un dégât important. Donc, c'est un bien immeuble par nature. La piscine hors sol, déposée sur le sol, est un bien meuble. Si la piscine n'a pas d'attache, là, c'est purement et simplement un bien meuble. Si elle a une attache quelque part, ça devient un bien immeuble par attache. Les fleurs plantées, ben ça c'est par nature, ça je vous l'ai dit, là, tout ce qui est planté dans la terre qui se trouve sur le lot, sur le cadastre, c'est un bien immeuble par nature. Laveuse-sécheuse, c'est des biens meubles. La servitude de vue donnée par le voisin, c'est un bien immeuble par l'objet sur lequel il porte. Une servitude, là, c'est un droit qu'on donne, c'est un droit que le voisin nous a donné de pouvoir avoir une fenêtre sur un mur qu'en temps normal, on n'aurait pas eu le droit. Donc, ça, c'est un droit et c'est un bien immeuble par l'objet sur lequel il porte. Et c'est tout. Alors, mes chers amis, il est actuellement 14h29. Pour moi, c'est terminé aujourd'hui. On se voit demain à 9h du matin, comme à l'habitude. Demain, on a un long cours quand même. Et c'est ça. Alors, merci et à demain. Si vous avez des questions, je suis là. Sinon, vous pouvez quitter. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci, au revoir. Oui, je vous écoute. S'il vous plaît, est-ce que l'examen du premier, c'est un peu pareil qu'à celui-là, ou bien il y a des cas, ou bien non, c'est juste des questions de cours, c'est-à-dire des questions à choix multiples? C'est pas des questions en champ multiple, ça va être des questions, il va y avoir des questions en champ multiple, mais il va y avoir des questions aussi à très court développement. Donc, mais c'est un développement très court. C'est comme je vous disais tantôt, si mettons, je vous pose la question, donnez-moi un exemple d'un bien immeuble par l'objet sur lequel il porte, vous pouvez me dire une poursuite pour vice caché. Si je vous demande, donnez-moi un exemple d'un bien immeuble par détermination de la loi, ben, les droits miniers. Il n'y aura pas. Je peux vous demander, classez-moi selon leur groupe les biens suivants. Vous donner une liste de 4 biens, là, puis avec un espace à côté, puis vous devez me dire, est-ce que c'est un bien meuble? Est-ce que c'est un bien immeuble par nature? Ça va être très court. J'aime pas les examens très longs, là, où il faut écrire, puis faire une flèche, puis aller vers le verso, puis écrire. J'aime pas ça. Si vous lisez vos notes, là, c'est en masse. Vous n'avez pas besoin de plus. 100%. C'est sûr. Moi, j'avais une question. Dans le fond, c'est le système d'alarme, par exemple, qui est un bien immeuble par attache. Est-ce qu'il faudrait l'inclure dans la vente par écrit? Non. Non, il est déjà inclus. Par défaut. Il est Mais automatiquement inclus. Parce que c'est un bien immeuble par attache. Si le client vendeur veut partir avec, là, on va l'exclure de la vente. Sinon, on n'écrit rien. Tout ce qui est immeuble là, fait partie automatiquement de la vente. OK. Merci. Suivant. Une piscine hors terre, c'est un bien meuble. Genre, le vendeur peut dire, moi, je pars avec, puis c'est pas inclus. Quoi, ça? Une piscine hors terre. Si c'est un bien meuble, oui. Oui. Donc, il peut dire, moi, je pars avec, puis c'est pas inclus, puis that's it. Oui, absolument. Je vais aller un petit peu plus loin. Du plancher flottant, là, c'est un bien meuble, en passant. Du plancher flottant, c'est un bien meuble. Du plancher flottant qu'on pose, c'est un bien meuble. Ce qui veut dire, c'est que c'est ni vissé, ni attaché nulle part. Donc, il ne faut pas non plus avoir du zèle puis inclure le plancher flottant dans la vente. Normalement, les vendeurs ne partent pas avec, mais on a déjà vu des cas où un vendeur a fait son petit comique puis il est parti avec son plancher flottant.
Et il avait le droit. Il avait le droit. C'est un bien meuble. Alors, pour conclure, tout ce qui est attaché puis tout ce qui est Pardon? vissé, C'est un bien. ouais, je voulais dire pour conclure, est-ce que tout ce qui est attaché puis tout ce qui est visé, c'est un bien immeuble, puis tout ce qui est le contraire, c'est un bien meuble. C'est ça? C'est ça. Oui. Moi, j'ai une autre question par rapport à ça, ce que vous venez de dire. Dans le fond, comme c'est un peu clair que normalement, quelqu'un partirait pas avec le plancher flottant, est-ce qu'on doit l'inclure toujours ou... Moi, je ne l'inclus pas, non. Non, Ok. moi, je ne l'inclus pas. Non, non. Non. OK. C'est pas ça. Suivant. Oui. Moi, dans le fond, j'avais juste une question par rapport, on va dire, à une piscine, par exemple. Vous avez dit quand c'est un attache ou quoi que ce soit, là, si en même temps, c'est des tuyaux qui sont vissés, ça compte pas comme des attaches, donc c'est un bien meuble. Exact. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Okay. Suivant. Bonjour. Oui. J'ai une question concernant l'examen comme au niveau des clauses comme le code civil. Est-ce qu'on devait les mémoriser mot par mot précisément ou seulement les pratiques? Vous voulez dire, est-ce que vous pouvez prendre mot par mot ce qui est écrit dans les notes de cours? C'est-à-dire, si y a des clauses comme le thème, comme le code civil, si dans l'examen, est-ce qu'on devait le mémoriser comme 100% ou seulement la pratique? Non, non, ça va être plus la pratique. Là. Je ne vous demanderai pas d'apprendre par cœur des articles de loi. Là. Non, 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 c'est sûr que non. OK, merci. OK. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. On se voit demain. Excusez-moi. Oui. Oui. Je voulais savoir, tantôt, je pense que c'est ce monsieur-là qui parlait de la situation de son ami. Vous avez parlé de Hydro, comme quoi on était obligé de payer la balance ou. Est-ce que c'est côté résidentiel ou commercial ou c'est pour les deux? C'est résidentiel. En fait, c'est parce que au centre-ville, les gens ne payaient pas de l'eau. Mais à la rive sud, pour ça, les gens payaient séparément l'eau. Donc, ils n'étaient pas au courant de tout ça. Donc, ils ignoraient ces problèmes. Oui. Donc, Hydro, il permet quand même de passer le bill à la prochaine personne qui va y aller. C'est ça? Oui. Oh, OK. Merci. OK. Alors, merci. Donc, bonne fin de journée, puis on se voit demain. Merci, Rami. Merci, à demain. Bonne journée. Bye-bye.